12 janvier 2010, à 16h53, un puissant séisme frappe Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde. La capitale, Port-au-Prince, est dévastée. En quelques secondes, des quartiers entiers sont réduits en poussière. Les églises, les écoles, les ministères, tous les bâtiments deviennent des pièges mortels. Même le palais présidentiel n'a pas résisté. C'est le cauchemar pour les habitants de ce pays très peu organisé. Rapidement, les équipes de secours arrivent du monde entier, comme celle de la France et de la Belgique. Directement, on a senti cette odeur de cadavre qui a envahi l'atmosphère, avec une odeur de poussière, de ciment et un mélange de tout. Et ça, c'est une odeur qu'on n'oublie jamais. Les équipes de sauvetage ont travaillé jour et nuit pendant plusieurs semaines. 3 victimes ont été quand même sorties par les équipes belges. Ça n'est rien, 3 victimes, mais c'est quand même beaucoup. C'est 3 vies, 3 personnes qui sont vivantes. En sachant que pour sortir certaines victimes, il a fallu plus de 8 heures pour les sortir. Pour éviter ces drames, les scientifiques étudient sans relâche les phénomènes à l'œuvre dans les profondeurs de la Terre, avec l'espoir d'un jour prévoir les séismes. Mais ils en sont encore loin. Alors en attendant, que faire? Comment résister? Il faut d'abord rappeler pourquoi il y a des tremblements de terre. Pour cela, voyons la Terre autrement. Si l'on retire l'eau des océans, on voit alors apparaître la totalité de la croûte terrestre. Une couche de matière minérale froide, de quelques kilomètres d'épaisseur, flottant sur de la matière en fusion, le magma. Au milieu des océans Atlantique et Pacifique, il y a d'énormes déchirures. Le long de ces déchirures jaillit le magma à une température de 5000 degrés. Au fil du temps, il repousse le plancher des océans. Et le phénomène se répète depuis des millions d'années. C'est un véritable tapis roulant sous-marin. Des milliers de kilomètres plus loin, à certains endroits, le plancher des océans passe sous les continents. C'est ce qui provoque l'activité volcanique et sismique à la frontière de ces zones. Ensuite, à ces lignes de failles viennent s'ajouter toute une série de failles secondaires. Ensemble, elles définissent un système de plaques qui coulissent et se frottent entre elles. C'est la tectonique des plaques. Pour percer les secrets de ces mouvements complexes, il faut commencer par descendre au cœur du sujet et ausculter les moindres soubresauts de la Terre. La grotte constitue un référentiel à 3 dimensions, c'est-à-dire que si un mouvement tectonique provoque un déplacement le long d'une faille, et c'est ce qu'on va voir, on modifie la forme de la galerie et on peut mesurer cela. Voici la faille principale de la grotte de Lorette. Donc, initialement, le profil de la galerie se présentait comme ceci. Mais la faille a bouleversé cela. Vous voyez qu'elle décale le plafond de ma droite vers ma gauche. Vous voyez qu'elle bouleverse complètement cette paroi de la galerie. Ce faisant, elle comprime le rocher qui se trouve en dessous d'elle. Et l'on voit comme ça des fissures qui s'ouvrent, tout se brise. On voit même ici un copeau de calcaire brisé qui est entraîné vers le bas par le mouvement de la faille. Le problème pour nous était de savoir est-ce qu'elle provoque des tremblements de terre lorsqu'elle bouge. Alors pour savoir ça, il faut faire des mesures. Alors grâce à cet appareil qui s'appelle un extensomètre, nous mesurons le déplacement de la faille en continu depuis des années. Et d'un autre côté, nous avons installé
un sismomètre dans la grotte, c'est-à-dire l'appareil qui mesure les tremblements de terre. Le sismomètre n'a pas enregistré de tremblement de terre lié au mouvement de la faille depuis 10 ans. Ce mouvement, il est effectif, on le mesure. C'est donc une faille asismique qui ne provoque pas de tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'elle est lubrifiée. Le mouvement s'effectue de façon continue. Tandis qu'une faille qui provoque des tremblements de terre, une faille sismogénique, son mouvement se fait par à-coups, parce que, à cause de la friction, les deux parties rocheuses collent les unes aux autres, et à chaque à-coup, on a un tremblement de terre. Quand la Terre tremble, l'énergie libérée dépend de l'amplitude des mouvements. C'est la magnitude d'un séisme. Et plus un séisme est violent, plus l'onde de choc qu'il provoque sera importante. Le séisme de Sichuan, en Chine, d'une magnitude de 7,8, sera ressenti par la population à 2000 km à la ronde. En réalité, les ondes de choc vont faire plusieurs fois le tour de la Terre. Un tremblement de terre, c'est un gros choc qui émet des vibrations qui se propagent à travers toute la Terre et dans toute la Terre. Et ce que l'on voit sur l'animation, ce sont les différents types d'ondes sismiques qui arrivent petit à petit dans les différentes régions du globe. On a la Terre qui se met à résonner dans son entièreté, à vibrer dans son entièreté. Et ces vibrations peuvent durer jusqu'à plusieurs semaines après un grand tremblement de terre. Et c'est exactement à l'image de ce qui se passe avec une cloche que l'on frappe qui se met à résonner pendant un certain temps. Dans certains cas, la magnitude d'un séisme peut être amplifiée par la géologie particulière d'une région. C'est le cas à Grenoble, dans le sud-est de la France. Le relief rocheux autour de la ville définit un Y et la cité s'est développée dans la vallée, sur les sédiments des deux rivières qui la traversent, l'Isère et le Drac, sur un sol meuble coincé entre des parois rocheuses très dures qui définissent un Y. À quelques dizaines de kilomètres à l'est, la faille de Beldon. Elle est déjà à l'origine de plusieurs tremblements de terre dans les siècles passés. Les chercheurs ont voulu estimer ce qui se passerait en cas de nouveau séisme de magnitude 6. On voit les ondes qui se propagent depuis la faille. Alors, tant qu'elles sont sur la partie rocheuse de la région, elles se propagent relativement rapidement et s'atténuent tout autant. Tandis qu'au centre-ville, dans la vallée de l'Isère, ces ondes se retrouvent piégées, comme dans une caisse de résonance, comme si on était à l'intérieur d'un tambour. Et donc, ça va provoquer une augmentation de la durée des vibrations et également une augmentation de la grandeur des vibrations, d'où la couleur rouge dans toute la vallée. Cette augmentation, tant en durée qu'en amplitude des mouvements, qui peuvent être catastrophiques pour notre habitat, c'est comme si vous aviez à cet endroit-là, au lieu d'un séisme de magnitude 6, vous auriez un séisme de magnitude 7. C'est-à-dire un séisme 10 fois plus puissant. Dans cette région, comme dans beaucoup de régions du monde où le risque sismique est important, il est impératif de construire des bâtiments qui peuvent résister aux fortes secousses. C'est le cas à Tokyo, où lors des tremblements de terre intenses, on peut assister à ces images saisissantes. Regardez, c'est une véritable valse de gratte-ciel. Ces constructions dites parasismiques sont capables de résister à de fortes secousses grâce à une architecture à la fois solide et souple. Cela dit, même si des bâtiments ne s'effondrent pas totalement, ils peuvent être fortement endommagés. Les ingénieurs cherchent à concevoir des édifices qui puissent demeurer fonctionnels quoi qu'il arrive. Nous voici au laboratoire de l'École polytechnique de Montréal. Un nouveau type de structure, ici en jaune, est prêt à subir le choc des ondes sismiques. C'est un modèle à l'échelle réduite à 30% d'une partie d'un édifice de 8 étages. Elle fait 9,30 mètres de haut et c'est la plus haute structure jamais testée sur table sismique. Ce test peut être comparé à un séisme de 7,6. Tout tremble. Des masses énormes participent à l'effort. Cette structure a subi plusieurs dizaines de tests consécutifs sans subir de dommages. Cette résistance exceptionnelle est due à ces mécanismes de souplesse parasismique.
Vous les voyez, les pattes des colonnes peuvent bouger, elles ne sont pas rivetées au sol. Nous laissons la structure libre de réagir au séisme. Elle peut se lever sous la secousse et cela nous aide à libérer des forces qui normalement endommageraient le reste de l'édifice. Le reste de la structure est conçu pour être juste assez fort pour résister au mouvement. L'avantage, c'est que la colonne revient toujours à son point de départ. Elle se soulève, puis retombe et le séisme n'endommage pas la structure. Ce concept de colonne mobile a déjà été adopté pour un bâtiment public aux États-Unis, la maison communale d'une petite ville de Californie. On y retrouve 4 de ces structures, ici en rouge. Chacune agit comme une soupape pour dissiper l'énergie sismique et préserver l'ensemble de l'édifice. L'effet de bascule qu'on recherche doit être contrôlé pour éviter les excès. À l'école polytechnique, on teste un mécanisme de contrôle très simple, des freins. On y retrouve des éléments de friction comme pour les plaquettes de frein d'une automobile. Comme pour une voiture, cela ralentit le mouvement. L'énergie du séisme est transférée dans le système et dissipée au niveau des freins. Qui dit moins d'énergie, dit moins de mouvement, moins de déformation et moins de dommages. À chaque test, des centaines de capteurs mesurent les forces, les tensions et les mouvements de la charpente. Des données essentielles qui permettent de modéliser son comportement sur ordinateur. L'idée, c'est d'appliquer ces systèmes parasismiques à des édifices allant jusqu'à 12 étages. Le but, c'est d'éviter ceci et de faire tenir les bâtiments pour épargner des vies. En octobre 1989, à 17h04, un violent tremblement de terre secoue la baie de San Francisco. Quand la secousse s'arrête, seulement 15 secondes plus tard, il y a déjà des milliers de blessés et une centaine de morts. De nombreux quartiers sont détruits et le réseau routier est gravement endommagé. Alors qu'on le croyait peu sensible au tremblement de terre, le Bay Bridge, le pont suspendu qui relie la ville de San Francisco à celle d'Oakland, montre sa vulnérabilité quand une grande partie du tablier supérieur s'affaisse. Il sera réparé dans l'urgence, mais les pouvoirs publics sont conscients qu'il ne résistera pas à un autre séisme majeur. Dès lors, la construction d'un nouveau pont est décidée, avec un budget de plus de 6 milliards de dollars. Les innovations parasismiques qu'il renferme lui confèrent une résistance et une souplesse sans égale. Pendant un tremblement de terre, des joints en acier entre les piliers de la tour jouent le rôle de fusibles, en absorbant le plus gros de l'impact, préservant ainsi le reste de la structure. Si on regarde de plus près les colonnes, on voit ce fusible. La priorité, c'est de conférer une certaine élasticité aux 2 colonnes verticales qui soutiennent le pont. Les dommages se concentreront au niveau des fusibles. Quand on pénètre dans le tablier du pont, on peut découvrir l'importance de l'acier dans sa structure. Voici ce qu'on appelle un joint d'expansion. À ce niveau, on a 2 portions séparées du pont qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Avec ici un joint sismique en acier en forme d'accordéon qui peut bouger dans toutes les directions lors d'un tremblement de terre. Et les véhicules pourront continuer à circuler. Ici en bas, nous avons un énorme piston coulissant et encore un fusible. C'est de l'acier plus souple, prévu pour se déformer. On peut ainsi concentrer les dégâts en ce point et pas à d'autres endroits plus critiques du pont. Ici aussi, des modèles numériques complexes montrent comment les éléments de sécurité vont se comporter lors d'un véritable séisme. En jaune, vous voyez les 2 failles principales, la faille de San Andreas et celle d'Hayward. Et voici comment le pont se comporte dans le cas d'un séisme majeur. Vous voyez que le tablier est secoué de haut en bas, avec une amplitude d'environ 1,50 m. Le système de suspension et les câbles se balancent aussi. En fait, le pont danse au rythme du séisme. Le Bay Bridge est ainsi conçu pour résister aux tremblements de terre les plus puissants. Nous avons conçu ce pont pour résister aux séismes extrêmes.
ceux qui n'arrivent que tous les 1500 ans. Et s'il y a un endroit où je voudrais être quand ça arrive, c'est en haut des tours du pont. Dans les régions où de puissants tremblements de terre sont très probables, des catastrophes se produisent fréquemment, tant pour le patrimoine historique que pour les vies humaines. J'étais coincé sous les décombres. Nous avons creusé avec nos mains pour sauver notre fille. Nous n'avons plus de maison, plus rien. J'ai sauté du balcon. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour sauver ma fille. Elle était coincée sous les décombres jusqu'au cou. Elle me criait « Maman, aide-moi, aide-moi !» Dans tous les cas, les équipes de secours doivent aller vite, car les poches de survie sont rares. C'est ça que nous on recherche sur les tremblements de terre, ce sont les points où les gens peuvent par chance se trouver. Donc, sur le bâtiment, si le bâtiment s'est effondré et que c'est une crêpe, il n'y a plus personne de vivant. Ce qu'on appelle un millefeuille, c'est tout le bâtiment s'est effondré, mais avec des petits points comme ça de survie, avec chaque fois possibilité d'avoir des personnes en dessous qui pourraient se trouver ici en dessous, parfois avec un membre qui passe, on repère ça, les gens comme ça, parfois écrasés, mais parfois une personne qui peut être vivante, un coup de chance, la personne a été protégée par une armoire, par une plaque, par un escaline, et ça c'est vraiment typique des tremblements de terre. Lors du tremblement de terre de Van en Turquie, les caméras de surveillance ont enregistré ces images. La population se réfugie dans la rue. À l'intérieur des buildings, des pièces de maçonnerie se détachent des murs. Une faiblesse structurelle qui est due aux matériaux des murs, de la brique. Construire avec de la brique offre un excellent rapport qualité-prix. Mais les murs en brique ne peuvent faire face aux forces exercées lors des tremblements de terre. Explication. Les murs en brique peuvent supporter des forces énormes tant que celles-ci s'exercent verticalement. Mais comme on le voit sur cette simulation, un séisme produit aussi des forces d'accélération qui s'exercent latéralement. Les murs penchent fortement, commencent à se fissurer et deviennent instables. À l'Institut de technologie de Karlsruhe, on cherche des solutions pour rendre les murs en briques plus résistants au séisme et donner aux habitants plus de temps pour évacuer les maisons. Les premiers essais datent des années 90. Un centre de recherche a expérimenté des lattes en fibre de carbone. À la fois souples et très solides, ces lattes étaient fixées sur la maçonnerie pour tenter de stabiliser l'ensemble. Mais la répartition des forces ne se faisait pas correctement. C'était même pire, elles se concentraient au niveau des points de fixation. Les murs s'effritaient et s'effondraient, même lors de tests simulant des séismes modérés. Les chercheurs ont pris ces recherches comme base et ont élargi leur approche. L'idée, c'est de renforcer les murs en utilisant un nouveau type de papier peint super résistant. Première étape, choisir le matériau. En l'occurrence, ce sera la fibre de verre, un composant très élastique qui pourra assouplir le comportement des murs. Mais trouver le bon matériau ne suffit pas. Il faut aussi trouver la bonne colle pour le fixer au mur. Cette colle, c'est un mélange d'eau, d'un liant et d'une grande quantité de billes de plastique qui elles-mêmes se composent de milliers de longues molécules. Quand on applique ce mélange sur le mur, il pénètre toutes les fissures. L'eau s'évapore et les billes fusionnent. Les chaînes de molécules forment alors un réseau qui s'accroche fermement au mur. De la même manière, la fibre de verre est envahie par la colle et donc complètement coulée dans le mélange. L'élasticité de l'ensemble est due aux caractéristiques du plastique que nous avons fabriqué. Il peut modifier sa structure interne sous l'action des forces du tremblement de terre. Voyons ce que cela donne dans la réalité. Regardez cette expérience. Seul le mur de droite a été renforcé par du papier peint parasismique. Il résiste à des forces latérales de près de 3 G. La différence avec l'autre mur est flagrante. C'est vraiment une avancée. Ce système est à la fois facile à placer et d'une grande efficacité.
Ce ne sont pas forcément les tremblements de terre qui tuent, ce sont surtout les bâtiments. Et tant que l'on ne pourra pas prévoir avec précision quand frappera le prochain séisme, la meilleure manière de se prémunir, c'est de tout faire pour que les bâtiments résistent le plus longtemps possible.